Quand on est en présence d'une distribution statistique et puis qu'on a calculé la moyenne de cette distribution-là et son écart type, souvent on est confronté à la question de se demander l'écart type, est-ce que ça correspond à une dispersion qui est grande ou petite? En fait, il ne faut pas regarder l'écart type comme une valeur absolue. Je vais juste faire un exemple pour illustrer un peu ce que je veux dire. Bon, l'exemple qui est ici nous donne une moyenne d'environ 5,43 cours par étudiant et un écart type d'environ 1,23 cours. Si on regarde le 1,23, ce que je veux dire par ne pas regarder la valeur en absolu, c'est est-ce que 1,23 c'est beaucoup? On ne peut pas juste se fier en se disant, bon, ben 1 c'est peu, alors oui, c'est une distribution dont l'écart est petit. Donc les données sont rapprochées. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comparer par rapport à la moyenne. On voit bien que 1,23 par rapport à 5,43, c'est quand même considérable. C'est pas énorme, mais bon, c'est pas si petit que ça. Si on avait une autre situation où on donne par exemple une moyenne de 100 et un écart type de 10, 10 est plus grand que 1,23, mais en tenant compte que dans la situation B, on a une moyenne de 100, 10 par rapport à 100, c'est plus petit que 1 par rapport à 5, disons. Alors, quand on a un écart type et une moyenne, il y a quelque chose qu'il faut toujours calculer qui s'appelle le coefficient de variation. Voilà. Donc, le coefficient de variation, CV, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend notre écart type et on divise par la moyenne. Et ceci nous donne un pourcentage. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on compare les ordres de grandeur. L'ordre de grandeur de mon écart type par rapport à l'ordre de grandeur de la moyenne. Est-ce que c'est un petit ordre de grandeur ou un grand ordre de grandeur? Si on fait le calcul ici, donc environ 1,23 sur 5,43, ça donne environ 0,2265 et on l'indique toujours en pourcentage. Alors, pour notre situation ici, notre coefficient de variation serait de 22,65%. Qu'est-ce que ça nous dit, ce calcul-là? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on va regarder l'importance de la dispersion, donc de l'écart type, par rapport à la moyenne. Fait qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on relativise l'écart type par rapport à la moyenne. Toujours important, toujours en pourcentage. Okay? Et puis, dans le fond, plus notre pourcentage va être petit, plus on va dire, dans le fond, que nos données sont homogènes, c'est-à-dire sont proches l'une de l'autre. Donc, en fait, plus l'écart type, quand on le compare à la moyenne, donc plus l'écart type, c'est quelque chose qui est petit. Plus notre coefficient de variation va être grand, alors plus les données vont être éparpillées ou non homogènes. Alors, je vais écrire cette définition-là de façon formelle. Et puis après ça, ce qu'on va regarder, c'est les critères. Dans quel cas on va considérer que nos données sont homogènes, dans quel cas on va considérer que nos données ne sont pas homogènes. Voilà, donc pour la définition de ce qu'est le coefficient de variation, on va dire le coefficient de variation permet de calculer l'importance de la dispersion par rapport à la moyenne. En d'autres mots, c'est un écart type, ici, mais relativisé par rapport à la moyenne. En d'autres mots, il s'agit d'un écart type relativisé par rapport à la moyenne. Voilà. Quand on calcule notre coefficient de variation, on a besoin de certaines règles, dans le fond, pour nous dire quand est-ce qu'on considère que nos données sont homogènes, quand est-ce qu'on considère qu'elles ne sont pas homogènes. En général, si notre coefficient de variation est entre 0%
et 15%, on va dire ici que les données sont homogènes. C'est-à-dire que dans le fond, on a notre moyenne comme mesure de tendance centrale et on va considérer que les données sont proches de la moyenne, donc sont concentrées autour de la moyenne, d'où le terme homogène. Dans le cas de données homogènes, la moyenne, c'est une bonne mesure de tendance centrale. Donc la moyenne, ici on va dire OK. C'est-à-dire on peut l'utiliser comme mesure de tendance centrale, il n'y a pas de problème. Si deuxième situation, on est entre plutôt 15% et 33%. Là, les données ne sont pas homogènes. Donc, aussitôt que je suis plus grand que 15%, je ne suis pas homogène. Donc, je vais peut-être venir rajouter un petit quelque chose ici. Si le coefficient de variation est plus grand que 15%, c'est données pas homogènes ou non homogènes. On va faire une petite distinction si c'est entre 15 et 33%. Si on est dans cette situation-là, la moyenne peut être OK, donc peut être correct, mais il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire, il faut regarder comme il faut notre distribution et puis il faut faire attention. Dans le fond, il faut l'utiliser avec prudence. Donc, si on est entre 15 et 33%, la moyenne peut être correcte, mais attention. Je vais marquer ici prudence. Voilà. Si on est plus grand que 33% ou égal, donc CV plus grand ou égal à 33%, dans ce cas-là, on est mieux de même pas parler de la moyenne. Les données sont trop éparpillées et puis la moyenne dans ce temps-là est souvent non représentative. Donc ici, je vais marquer X bar, ne pas publier. Donc ne pas publier. Pour B, là, publier. Voilà. Donc, si on est dans un cas comme où le coefficient de variation est plus grand que 33%, on pourrait plutôt utiliser la médiane comme mesure de tendance centrale. Elle serait probablement plus appropriée. Encore, il faut quand même faire l'analyse de la situation là, pour quand même s'en assurer. Bon, là, les trois critères que je vous ai donnés là, c'est des critères généraux. Il faut quand même faire attention, il faut quand même réfléchir un peu, et ça dépend toujours des situations. Là, les critères que je vous ai donnés, c'est grosso modo les critères suivis par Statistique Canada. Dans certaines situations, un coefficient de variation de 15% ou même 14% va être considéré trop grand. Par exemple, on n'a qu'à penser les milieux pharmaceutiques où on ne peut pas se permettre d'avoir une variation si grande. On va restreindre dans le fond le coefficient de variation. On va souvent dire entre 0 et 3 à 4%. Si on a un coefficient de variation qui ne dépasse pas, disons, 4%, on considérera à ce moment-là que les données sont homogènes. Dans d'autres types d'études, des fois, on va considérer que les données sont homogènes, même si le coefficient de variation est plus grand que 15%. Entre autres, c'est le cas quand on travaille avec des populations humaines. Mais grosso modo, ce critère-là est quand même, je dirais, la base, sur quoi on devrait commencer à s'attarder. Et puis, à partir de là, ben, on fait attention. Un dernier petit mot concernant les coefficients de variation. On ne peut pas les utiliser dans tous les cas. Il faut absolument qu'on soit en présence d'une échelle de rapport. Si notre variable utilise une échelle d'intervalle, le coefficient de variation, bon, on peut le calculer, mais il va être complètement inutile et surtout ne nous dira rien. Je vais vous faire deux exemples rapides qui vont vous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, je vais venir écrire ici ne pas utiliser le coefficient de variation en présence d'une échelle d'intervalle. Donc, coefficient de variation seulement avec une échelle de rapport.
ne pas utiliser CV si on est avec une échelle d'intervalle, seulement avec une échelle de rapport. Bon, je ne vais pas faire l'exemple au long, mais le cas typique, dans le fond, là, une échelle d'intervalle, pensez au degré Celsius et au degré Fahrenheit. Si on prend des degrés Celsius, par exemple une distribution de degrés Celsius, qu'on calcule la moyenne et l'écart type, et puis qu'on calcule le coefficient de variation, ça va donner une certaine valeur. Si on prend ces températures-là et qu'on les transforme en Fahrenheit, on va obtenir des nouvelles données. Et si on calcule la moyenne et l'écart type, bon, la moyenne et l'écart type vont être différents. Et le coefficient de variation va aussi être différent. Et c'est pas logique de dire que les données sont plus éparpillées, par exemple, en Fahrenheit qu'en Celsius ou vice-versa, étant donné que c'est des températures. Alors, ceci est dû au fait que c'est une échelle d'intervalle. La raison, c'est que le 0 degré Celsius, quand on le transforme en Fahrenheit, on obtient 32 degrés Fahrenheit. Donc, c'est un zéro arbitraire. Alors, à cause de ça, le coefficient de variation n'est pas le même dans la situation Celsius et dans la situation Fahrenheit, ce qui ne fait aucun sens, bien entendu. Une échelle de rapport, on pourrait prendre par exemple des dollars canadiens et puis des euros, disons. Okay? Alors, on prend des salaires en dollars canadiens, supposons, je ne sais pas moi, un échantillon de 30 personnes, on calcule leur salaire brut en dollars canadiens, on obtient une moyenne, un écart type, puis on peut calculer le coefficient de variation. Et puis, si on transforme les salaires en euros et qu'on calcule les moyennes en euros et l'écart type en euros, et aussi le coefficient de variation, bon, c'est sûr que la moyenne ici et là ne seront pas les mêmes, les écarts types ne seront pas les mêmes, mais les coefficients de variation, eux, seront les mêmes. Et ceci est dû au fait qu'on est dans une échelle de rapport ici, quelqu'un qui a 0$ comme revenu en dollars canadiens, eh bien en euros, il a aussi 0. Donc vraiment, cet outil, cette mesure de dispersion qui est le coefficient de variation, seulement quand on est en présence d'une échelle de rapport. Si on est dans une échelle d'intervalle, ben le calcul, en fait, le coefficient ne veut absolument rien dire, donc ne peut pas être utilisé. Alors, seulement dans une échelle de rapport, et ici, on a les critères permettant de savoir si nos données sont homogènes, entre 0 et 15% homogènes, plus grand que 15% non homogènes. On va juste ajouter le symbole % ici. Okay. Donc, pour terminer, juste une petite note par rapport à la notation concernant dans le cas où on est dans un échantillon, dans une population. Alors, dans le cas où on est dans un échantillon, c'est la notation comme vu dans cette vidéo. Alors, écart type sur moyenne en pourcentage. Et quand il est question plutôt d'une population, ça se calcule de la même façon, sauf qu'on va utiliser plutôt la notation associée à une population, donc sigma sur mu. Même chose, écart type sur moyenne.